Allez, on va inviter mon Jérém. J'ai eu que des problèmes jusqu'à maintenant sur tous mes lives pour les lancer. Là, on va voir si ça va être fluide ou pas. C'est Val, fluide. Il est là, mon Jérém. mon Val, Ça va et toi? tu m'entends nickel? Ouais, impeccable. Écoute, je disais, j'ai galéré tous mes lives à les lancer et là, c'est fluide, donc Ouais, parfait. non, non, nickel, impeccable, je t'entends bien, parfait. Bon, t'es en pleine forme? Ouais, écoute, impeccable, comme tout le monde, je pense. Ça sort de séance, là, tranquillement. Ouais. Fini premier jour de la semaine, donc non, ça va, nickel, tout se passe bien pour le moment. Ouais, ouais. Donc, si t'es sorti de séance, c'est que t'es chaud pour nous raconter Ouais, je plein de suis choses. chaud. Ouais, en plus, il m'a chauffé, ça fait 2 semaines qu'il me chauffe, donc non, là, on va partager un petit peu. Allez, bah vas-y, écoute, moi je lance directement, comme ça on perd pas de temps. Donc je vais lancer un peu le live et après bah c'est toi qui auras la parole. Comme ça va faire venir un petit peu de monde. Je vois que ça commence à arriver, déjà une quarantaine de personnes, c'est top. Le live, il sera partagé en trois parties. Donc, c'est le premier live à thème qu'on fait là sur Coach Amateur Academy. Donc, on va parler un petit peu de périodisation tactique, tout ça. On va te présenter déjà, Jérém. Enfin, tu vas te présenter. Ensuite, on parlera des grandes bases, des grandes lignes de la périodisation tactique. Et le gros plus sur ce live-là, c'est que tu nous présenteras une séance ou des procédés. Voilà, c'est toi qui va voir. Moi, je te donnerai un thème et tu vas te lancer dans le feu comme ça en direct et tu partageras avec les gens qui nous suivent. Donc voilà, c'est top. Ce que je voudrais dire aussi dans la présentation, c'est que euh, nous, on n'est pas à même, on n'est pas spécialiste. Voilà, ça c'est important de le dire, de la périodisation tactique. Sur ce live-là, les gens ne vont pas repartir en tant qu'experts, mais on va parler des bases que toi et moi, on utilise et qui peuvent être super utiles dans le monde amateur. Donc déjà, ça va donner un petit, voilà, un petit quelque chose à ceux qui nous suivent ou alors l'envie d'aller plus loin et de se former derrière. C'est vraiment le but de ce live et de le comprendre aussi à travers la séance que tu vas nous proposer. Et puis la dernière chose que je voudrais dire, et après je te laisse la parole, c'est de parler de toi. Donc moi je vais juste te présenter un tout petit peu. Jérém, on s'est connu au BEF à Châteauroux en 2018-2019. Mm. Maintenant ça passe. Voilà, donc tu vas nous raconter ton parcours. Tu as bien évolué depuis ce temps-là. Et moi, je te présente et pourquoi je t'ai demandé de venir sur ce live-là, parce que ben, on partage les mêmes idées. Je sais que tu vas nous apporter beaucoup de choses ce soir. Et aussi parce que je voudrais quand même raconter ça, c'est qu'au BEF, tu sais, on fait des passages pédagogiques, etc. Et beaucoup aiment un petit peu, on va dire, plaire et séduire les formateurs qui sont là pour essayer d'avoir la bonne image, tout ça. Voilà, ce qui est normal et naturel. Et moi, ce qui m'a plu chez toi, c'est que tu es quelqu'un de naturel et qui est pas dans la norme et dans les conventions. Voilà, toi, tu cherches surtout à donner du plaisir, transmettre du plaisir dans tes séances et surtout donner du sens à ce que tu fais. Et puis au final, tu t'en fous un peu de ce qu'on va penser. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ta personnalité. C'est pour ça que j'ai matché avec toi et que je suis pas étonné de ton parcours aujourd'hui parce que voilà, tu as une personnalité un peu atypique. Donc, je suis ravi de partager ça avec toi ce soir. Bah écoute, je m'attendais pas à autant d'honneur, mon Val. Je te remercie pour tout ça. Merci beaucoup. Si jamais je souris, c'est que des fois je vois des trucs dans les commentaires passer et ça me fait rire. Je vais aller à la présentation. Bah, Allez. on va démarrer. Déjà, encore merci et je suis content de rencontrer un petit peu ton audience. Effectivement, on s'est croisé au BEF à un moment important, je pense, de mon parcours. Tu vois, je vais le retracer, mais l'année du BEF, pour tout le monde, je pense, l'année de formation est important. Donc, moi, je dis souvent que j'ai été un joueur très moyen de football, il faut se dire la vérité. J'ai joué en 18 terrain, tu vois, et à l'époque, on appelait ça DH. Donc, ça a été le plus haut niveau auquel j'ai joué. Après, je ne veux pas me trouver d'excuses, mais j'ai une rupture des ligaments croisés, donc ça fait que j'ai dû arrêter. Ça fait que j'ai dû arrêter. D'ailleurs, coucou à Guillaume, là, qui est sur le live, je vois dans les commentaires, qui était au BE avec nous. Salut Guillaume. J'ai dû arrêter, mais dans tous les cas, le football, on était bien content. Derrière, suite à ça, bah, je suis passé de l'autre côté de la barrière. Ce que je dis souvent, j'ai commencé à regarder le foot avec des yeux un peu plus
précis peut-être. J'ai commencé à voir ce qui se faisait, ce qui se faisait pas, le traitement des arbitres, le traitement des éducateurs, le traitement des joueurs. Et pour maintenir la pratique, finalement, j'ai continué ma pratique, mais sous forme de coach. En parallèle, j'étais en STAPS à Orléans, en fac de sport. Et au départ, je t'avoue que ça ne me passionnait pas d'entraîner. J'ai dit, oh, c'est cool, moi j'ai envie de jouer. Et finalement, avec la blessure, j'ai commencé à m'intéresser au jeu, aux joueurs, à commencer à me dire, purée, ça fait 2 ans qu'on fait des séances comme ça, mais je ne nous ai jamais vu faire ça en match. Tu vois, pour venir après sur la méthodologie, c'est ce qui m'a fait un premier tilt, c'est de me dire, purée, on fait des exercices de finition qui sont incroyables. Appui remise, appui remise, appui remise, dédoublement centre. En match, on ne rentrait pas en appui remise tout court, tu vois, naturel. Donc, c'est ça qui m'a un peu questionné sur la méthodologie dans un premier temps. Ensuite, une fois que je suis arrivé en STAPS, j'ai commencé à prendre les U8 de l'USM Olivet. J'ai vu qu'il y avait le compte de l'USM Olivet qui était connecté. J'ai pris les U8 avec comme directeur technique à l'époque Michael Marié, qui est maintenant conseiller technique dans le Loiret. Et je suis arrivé en lui disant, je veux du foot à 11. Moi, je veux des U15, des U18. Il m'a dit, écoute, commence à prendre des petits. Vois ce que c'est de faire des convocations, de parler avec les parents, d'organiser un départ, organiser un amical. Il m'a dit, fais déjà ça. Et après, on voit si on peut te mettre sur le foot à 11. Et finalement, ça a été une année. Et je vois qu'il y a le papa là, du petit Ethan. Et je vois que c'était une année très, très importante pour moi parce que c'est la première année où déjà tu peux mesurer ta fiabilité. Est-ce que tu es là tout le temps? Est-ce que quand il fait froid, tu sors t'entraîner? Est-ce que tu annules quand tu vois que tu as un ou deux joueurs qui n'est pas là? Et ça, c'est déjà très, très important. À la suite de cette année-là, je suis devenu entraîneur des U15 de l'USM Olivet. Donc là, j'ai basculé sur le foot à 11. Donc là, j'ai pu un peu mettre mes idées en réel, voir est-ce que ça marche, comment tu tiens un groupe d'adolescents, comment tu les emmènes sur une année, parce que aussi quand ils ont froid en janvier, ils n'ont pas envie de venir. Donc comment tu les tiens sur une année entière. Et en parallèle de ça, je prends l'équipe universitaire féminine d'Orléans, avec laquelle j'ai vécu une aventure incroyable. Une aventure incroyable. Et c'est à partir de là, entre guillemets, attention les mots que j'emploie, mais je suis tombé amoureux du football féminin. C'est que j'ai eu des joueuses très passionnées, presque naïves de la passion du foot, certaines qui aimaient juste le foot, et j'ai vu une forme de passion, une forme d'engagement que j'ai jamais retrouvé jusque-là. Et ça a été une aventure incroyable. Et derrière, voilà, je suis devenu responsable technique à l'USM Olivet. Donc j'ai commencé à réfléchir un peu à la méthodologie. J'ai passé mon BMF en STAPS. On avait la possibilité de le passer assez rapidement, donc j'ai passé mon BMF en STAPS. Et ensuite, je suis parti à Blois en tant que responsable de la section sportive Camille Claudel. Donc là, un entraînement par jour. Donc là aussi, tu passes un cap. Tu te dis, bon, comment on fait pour faire progresser des joueuses qui viennent chacune de leur club avec une séance par jour? Là, il te faut une méthodologie. Tu ne peux pas y aller à coup d'énergie. Tiens, on fait ci, on fait ça. Tu as les premières blessures, tu ne comprends pas. Tu te dis, attends, mais en fait, les joueuses qui ont 16, 17, 18 ans, ce peut-être pas les mêmes joueuses que j'avais à Olivet. Donc, tu te questionnes sur ton public. Est-ce que tu le connais vraiment? Et en parallèle, non, c'est l'année d'après. Donc ça, je le fais une année. L'année d'après, je deviens salarié au Blois Football 41 féminin, où je deviens responsable technique des féminines. Et en parallèle, je garde la section sportive, qui fait que là, j'ai une séance semaine sur la section, et j'ai également un projet de compétition avec des adultes, avec des seniors féminines. Donc là, pareil, comment tu arrives à fidéliser, et ça, je pense que tu l'as connu dans ton parcours, mon Val, c'est comment tu fidélises des femmes, certaines mères de famille, certaines qui travaillent la journée, qui ont envie d'être dans une pratique d'élite, mais à la fois qui ont aussi envie de prendre du plaisir en séance, et les deux sont cumulables, mais à la fois qui ont envie d'avoir du sens dans ce qu'elles font et qui ont envie de gagner le championnat R1. Donc comment tu arrives à trouver une salade où tu as même des joueuses qui veulent juste du plaisir, d'autres qui veulent aller au très haut niveau, et tu as des approches très hétérogènes, et toi, il faut que tu fasses une méthode commune. Et ça a été un vrai challenge. Et sur cette année-là, je rentre au BEF. Donc, j'arrive avec peut-être la même idée que tout le monde, me disant, ah, vas-y, c'est quoi la formation? Ça saoule et tout, là. Je vais faire le permis pendant une année, et puis après, ça ira. Et finalement, j'ai appris sur moi-même pendant cette année-là, parce que tu te découvres aussi en tant que coach, dans la connaissance de toi. Et aujourd'hui, c'est pilier premier avant qu'on parle périodisation tactique. C'est déjà se connaître soi-même pour savoir comment réagir devant des joueuses, comment réagir en situation de conflit, comment réagir quand tu perds. Ça a été le premier pilier. Et puis à la suite de ça, je reste 3 ans à Blois sur ce contexte-là, suite au BEF. Et suite au confinement, un soir, je fais le confinement chez mes parents, un soir, je relève la tête et je dis à mes parents, écoutez, je vous le dis, je vous laisse un an, je me laisse un an, je vais dans un club pro. Mais non, vous savez quoi, je me laisse un an, je rentre à l'Olympique Lyonnais. Mon père, je me rappelle, il mangeait, fait, bon, écoute, mon fils, on te suivra, il n'y a pas de souci. Hein. Et il enchaîne, il finit le repas, il enchaîne. Ma mère se dit, mais
pourquoi il est là, il est salarié, il est déjà bien à temps plein, qu'est-ce qu'il me raconte l'Olympique Lyonnais? Écoute, avant de passer des messages, si c'est un message à passer, c'est que moi j'y ai cru fort. J'ai fait des choses, j'ai analysé des matchs, j'ai contacté, je me suis mouillé, je suis sorti de ma zone de confort. Et un an après, j'étais à l'Olympique Lyonnais. Un an après, j'étais à l'Académie OL. Sur les 15 féminines, euh, sur les 15 féminines principalement, j'ai eu l'occasion de faire comment on appelle ça, un remplacement de congé paternité sur les U16 garçons de Lyon, sur le centre, pendant 3 semaines avec Pierre Sage. Ou pareil, 3 semaines qui valent une année d'apprentissage. On en parlera peut-être un peu après. Mais j'ai énormément appris pendant cette année-là. On pourra en discuter un petit peu. Et derrière, j'ai fait l'année entière à l'Olympique Lyonnais. Suite à cette année-là, on va pas rentrer dans les détails, mais j'ai décidé de quitter à la fin pour rejoindre le pôle espoir de Tours. Un projet de formation qui m'a plu, qui m'a séduit. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je suis entraîneur adjoint du pôle espoir féminin à Tours et responsable de la section sportive, en gros, collège, parce que les pôles vont bientôt basculer sur les années collège, comme les garçons. Et du coup, nous, on a déjà une section collège qui s'y prépare et le pôle espoir qui va basculer sur les années collège. Voilà. Ok. Donc, parcours très très riche pour ton jeune âge. Mm. C'est quoi ton rôle exactement? Est-ce que tu peux nous raconter très brièvement qu'est-ce que tu fais de ton Bah, quotidien, de en Pôle gros, Espoir? j'accompagne la directrice, Émilie Dos Santos, qui est directrice du pôle espoir féminin, également entraîneur adjointe de l'équipe de France U19. Je l'accompagne dans la création de séances, dans la création de procédés, dans la vie quotidienne des joueuses du pôle. C'est qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui, comment on va le travailler par rapport à leur charge du week-end, par rapport à leurs problématiques de club. Certaines sont au Paris FC, d'autres sont à l'US Orléans, d'autres sont dans chacune de leurs clubs. Et moi, nous, le but, c'est d'optimiser sur l'aspect terrain principalement, mais aussi sur leur vie de jeune femme. Qu'est-ce qu'on peut optimiser pour rendre ces filles des joueuses de haut niveau, leur permettre d'aller en sélection nationale. Et c'est ça notre mission, notre promesse, entre guillemets, la promesse du Pôle Espoir. D'accord, ok. Donc, Alors, bah, voilà. du coup, après, si vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si on a le temps à la fin, on les lira, il n'y a pas de souci. Du coup, bah voilà, dans ce parcours-là qui est riche, tu as rencontré plein de choses, on va dire, t'as monté une structure à l'USM Olivet, tu as appris à Blois, tu as passé un cap, l'Olympique Lyonnais, tu as découvert le Mont Pro. Du coup, on passe à la deuxième partie. Toi, t'en as parlé un tout petit peu là par rapport à l'appui remise des doublements. Quelles sont les premières questions que tu t'es posées et en fait, comment tu es arrivé à ce cheminement-là de la périodisation tactique? Alors, je te dirais 2 étapes. La première étape, c'est l'analyse de ma pratique et l'analyse des pratiques des autres. C'est que quand quand j'étais en 18 R1, j'avais un coach l'année d'avant en DHR qui nous disait tout ce qu'il fallait faire. Tac, 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 tac. Et moi, je me suis jamais senti aussi bien que dans ce contexte-là. Tu vois, l'année d'après, on a un coach qui dit rien. Et je te jure, où je me suis dit, tiens, enfin, à l'époque, je ne me disais pas, il nous laisse jouer, mais il nous disait rien. Et qui fait que moi, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais je sais pas, je comprends rien. Tu vois, sur le terrain, tu me donnes le ballon, je ne savais pas quoi en faire. Parce que finalement, j'étais tellement habitué à ce qu'on me dise quoi faire que le jour où on m'a laissé jouer, impossible de jouer. Tu vois, le jeu trop complexe pour ma tête. Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Tu vois. Et ça a été un premier. Je me suis dit, tiens, tu vois, dans les séances là, il doit me manquer un truc parce que je comprends pas ce qui se passe. Tu vois. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est, je pense que ce qui m'a fait tilt un jour, c'est une conférence à Lyon organisée par Pierre Sage. À l'époque, il n'était pas à l'Olympique Lyonnais. Une conférence où il y avait Damien De La Santa, lui-même Pierre Sage, François Kieffer, bref, un auteur et un ancien entraîneur au MHSC, où on a parlé pour la première fois de l'approche globale. Oh, l'approche globale. Je me suis dit, c'est quoi ça? Et où finalement, c'était de prendre le joueur comme une unité globale, il n'y a pas que le technique, le tactique, le truc, et de voir comment on fait pour entraîner ça. Donc, derrière, Damien De La Santa nous avait parlé des préférences motrices. Moi, je suis parti de là en me disant, oh, mais il y a d'autres gens comme moi. Tu vois, il y a d'autres gens qui se questionnent sur comment on fait, comment on joue, comment on s'entraîne, comment on joue. Et ça a été le début, et j'en suis jamais sorti, ça a été le début d'une première remise en question et d'une première recherche dans comment je dois entraîner. Et ce qui est venu accompagner ça à cette époque-là, Bielsa était l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Et quand je regardais la télé, je te jure que je trouvais qu'il y avait quelque chose de différent dans son équipe. Je me suis dit, mais
Les joueurs, ils courent vite, tu vois, ils courent fort. Tu regardes les matchs, tu es assis devant ta télé. Moi, je kiffais, tu vois, même si j'étais pour le. Enfin, oui, j'étais pour l'homme, tu vois. Mais je kiffais, toi. Je me suis mis, il se passe des trucs quand même, tu vois. Je sais pas, là, je voyais un rythme de match qui était différent, tu vois. Je me suis dit, et j'ai commencé à lire un premier livre en anglais. Tu vois, je touchais pas un mot d'anglais, mais j'ai acheté un livre en anglais sur l'approche de Bielsa. Et j'ai découvert, en fait, que derrière l'entraînement, tu avais des idées, tu avais des personnages, tu avais des gens, des staffs, mais j'ai l'impression d'avoir ouvert une porte sur. Tu vois, aujourd'hui, je suis toujours au milieu de ça. J'ai jamais vu ça. Et ça a été le début. Et pour moi, ça a été le début de. J'ai commencé à rechercher, tu vois, à rechercher partout. Et derrière, on en verra peut-être. Je suis tombé sur. Enfin, je suis tombé sur tout un tas de choses. Et ce qui m'a le plus touché, je crois que c'est la méthodologie de la périodisation tactique. Et donc, du coup, alors, c'est la très très bonne transition. Explique-nous. Alors, comme j'ai dit au départ, voilà, nous, on n'est pas là pour entraîner. De toute façon, Ouais. un live d'une heure, c'est pas suffisant. Mais explique-nous un petit peu les grandes lignes, comment ça fonctionne et pourquoi, pour le coach là qui entraîne sa D1 de district ou ses U13 B, pourquoi ça peut être intéressant pour lui de connaître ces bases-là. Alors, la périodisation tactique, là, il faut partir du principe de deux choses. La première, c'est que c'est une marque déposée, effectivement. Pourquoi on a mis un petit R? C'est que c'est quelque chose qui a été déposé. C'est des années et des années et des années de travail à l'Université de Lisbonne. Porto? Porto, Ah là là là. ouais. Ah, Porto. Porto, je crois. Ouais. L'Université de Porto, pardon. C'est des années et des années de travail avec Victor Fradé où eux, à un moment donné, tout ce savoir-là, il a été diffusé, traduit en PDF, nanana. Donc, eux ont décidé de le déposer pour vraiment, voilà, déposer vraiment ce savoir-faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais devoir vous résumer presque 30, 50 années de recherche, de travail d'équipe. Donc, en quelques phrases, ça va être difficile. Aujourd'hui, la périodisation tactique, c'est une méthodologie qui a pour objectif d'acquérir et de se concentrer sur une seule chose qui est notre modèle de jeu, qui est notre façon de jouer, notre jeu. Et ce n'est pas le jeu, c'est notre façon de jouer. Et elle a pour simple objectif que de se concentrer sur cet élément-là, qui est le modèle de jeu, qui est notre modèle de jeu à nous, pas celui de quelqu'un d'autre, notre modèle de jeu à nous. Donc, je pense que ça nécessite déjà de s'arrêter sur la thématique modèle de jeu. Un modèle de jeu, c'est quoi? Un modèle de jeu, pour moi, c'est notre identité. C'est que quand mon équipe, elle joue, si tu lui mets un maillot rouge, si tu lui mets un maillot jaune, si tu lui mets un maillot bleu, tu te dis, ça, je vois à peu près, c'est l'équipe de Jérémy ou c'est l'équipe de Val. Je fais un petit sous-titre sur l'ego de l'entraîneur. Attention, faut pas, enfin, le but, c'est pas que ah, ça, c'est l'équipe de Jérémy. Le but, c'est quand même que les joueurs, là, je vais citer Oscar Cano, c'est que les joueurs se reconnaissent aussi dans le projet de jeu. Ça, c'est que les joueurs se reconnaissent dans le projet de jeu. Et cette méthodologie, donc utilisée principalement par les entraîneurs portugais, José Mourinho en premier, Andrés Villas-Boas, Victor Pereira, il y a l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, Nuno Espirito Santo, il y a même des entraîneurs, tu vois, Nagelsmann, etc., où ils sont vraiment sensibilisés à la périodisation tactique. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est notre modèle de jeu. Donc, comment on va construire notre modèle de jeu? Pour moi, c'est la première question. C'est comment construire notre modèle de jeu. Il faut partir pour moi de notre vision. Moi, mon rêve dans ma tête, Jérémy Solé, mon rêve, c'est que mon équipe, elle joue comme ça. OK. Et si vous ne savez pas comment vous voulez que votre équipe elle joue, posez-vous la question, quels sont les matchs références dans votre tête? Quels sont les entraîneurs références qui vous ont kiffé? Et une fois que vous avez ça, tu as ta vision rêvée, tu vois. Et une fois que tu as ta vision, c'est de la passer au filtre de qui sont tes joueurs, quelles sont tes ressources, qu'est-ce que te demande le club, est-ce qu'il y a une politique sportive dans ton club. Et une fois que tu as ta vision, tes ressources et un peu les quelques contraintes, là, ça va te donner un produit qui va être, c'est pas un produit fini, c'est un produit qui va être en, tu vois, qui va être en mouvement et ça te donne ton modèle de jeu. Mais pour ça, ça se demande, c'est ce qu'on a fait en formation, hein, ça te demande de te poser feuille, ma vision finale. Je veux que mon équipe elle joue comme ça. Ok. Est-ce que j'ai les joueurs pour pouvoir jouer comme ça? Plus ou moins. Est-ce que je peux emmener mes joueurs à vouloir jouer comme ça? Ouais, ok, je suis compétent là-dessus. Hop, j'ai mon modèle de jeu. Et une fois que ça s'est posé, la vérité, c'est qu'une fois que ça s'est posé, pourquoi s'entraîner à jouer un autre jeu que le modèle de jeu que toi, tu veux faire? Toi, tu as envie que ton équipe elle joue comme ça. Et je crois que ça doit être Johan Cruyff. C'est qu'étant donné que mon équipe, c'est moi qui vais l'avoir le plus de temps, autant que ce que je vois, ça me plaît, tu vois. Autant que c'est moi qui vais les entraîner tous les jours, qui vais jouer tous les week-ends, qui vais tout faire, autant que ce qui se passe me plaise. Parce que je vais devoir le supporter toute l'année, tu vois. Donc, une fois que vous avez votre façon de jouer, votre jeu, c'est là
c'est là qu'on va commencer c'est là qu'on va commencer comment dire, à travailler. Ok. Donc, une fois qu'on a posé notre modèle de jeu, on va rentrer dans le Zoom. Pour moi, on va identifier ce qu'on va appeler nos principes de jeu. C'est les éléments, tu vois, qui constituent notre modèle de jeu. Une fois qu'on a nos principes de jeu, par exemple, Jérémy Dussolet, mes principes de jeu, j'aime la sortie de balle, j'aime resserrer la perte, j'aime utiliser la profondeur. Ok, j'ai mes 3 gros principes de jeu. Sortir la balle, quels sont mes sous-principes de jeu? Tu vois, bah, occuper l'espace, peut-être s'étager sur la ligne de pression, peut-être faire +1 en sortie de balle. Ok, j'ai mes sous-principes de jeu. Et derrière, en fait, mes sous-principes de jeu-là, bah, je vais les imbriquer dans ma semaine. Donc, demain, je suis coach des U13B. On va prendre un club lambda, mon club de cœur de naissance d'Ain-sur-Oron. Je suis coach des U13B d'Ain-sur-Oron. J'ai mon modèle de jeu, j'ai mes principes de jeu. On est mardi, demain, j'ai séance. Qu'est-ce que je vais travailler? Je me casse la tête, aujourd'hui, on peut faire quoi? Ben non. Aujourd'hui, on va faire notre modèle de jeu. Un élément de notre modèle de jeu. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre à mes petits comment ressortir la balle en foot à 8 en 2-4-1. Donc, je vais préparer, derrière, on va rentrer dans le procédé. Je vais préparer un procédé qui va me permettre de travailler le 2-4-1 et la sortie de balle. Donc là, c'est toute l'expertise de l'entraîneur. C'est qu'est-ce qu'on fait comme procédé? Ah, on fait un taureau, on fait un jeu de position, on fait une conserve, on fait un exercice technique, on court autour du terrain. Ah non, mais ça ne va pas aider mon modèle de jeu. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour optimiser mon modèle de jeu? C'est ça pour moi si je dois commencer à dégrossir un peu la périodisation tactique, pour moi c'est ça. Il est peut-être important, pour pas que ce soit trop théorique, mais que je rentre quand même dans les principes méthodologiques de la périodisation tactique. Je ne sais pas si on peut aller là-dedans. On va y aller là-dedans, Val. Je suis désolé, on va aller là-dedans. En gros, partez du principe qu'il y a 3 gros principes et un, on va dire, principe des principes pour qu'on ait quelque chose qui touche à la périodisation tactique. Et pour moi, c'est même qui touche au bon sens, la vérité, qui touche au bon sens. Le premier supra-principe, c'est la spécificité. C'est que tout ce qu'on va faire doit être en lien avec le modèle de jeu. Tu vois? Est-ce que demain, quand vous faites votre taureau, Guardiola 4 contre 4 plus 3, et que vous jouez constamment en 4-4-2, tu vois, est-ce qu'il y a intérêt à mettre un seul joker au milieu ou est-ce qu'il ne faut pas en mettre 2? Tu vois? C'est de se poser la question, quel est mon modèle de jeu, quel est mon système de jeu, et quelles sont les actions que je demande à mes joueurs, et comment je vais l'implémenter dans mes séances. Tu vois, c'est vraiment la spécificité, c'est le supra-principe. Pour moi, ça, c'est la première chose. C'est qu'à partir du moment où vous allez faire quelque chose qui ne ressemble pas à votre modèle de jeu, tu vois, quoi bon? On va faire du foot, en fait. On va faire un foot. On va faire du foot qui ne touche pas notre modèle de jeu, on va faire un foot, et c'est OK de faire du foot, tu vois. Mais dans cette méthodologie-là, ce qu'on essaye de faire, c'est de se rapprocher au plus de notre modèle de jeu. Ça, c'est le premier très gros principe. Le premier principe, là, on était sur le supra-principe, comme on appelle ça, tu vois, le supra-principio, en espagnol, vraiment le supra-principe. Le premier gros principe, pour moi, c'est le principe des propensions. Le principe des propensions, c'est quoi? C'est grâce à notre procédé, combien de fois on voit la situation qu'on veut voir. Moi, je veux voir de la sortie de balle en 2-4-1. Problème, je fais un procédé où ça n'arrive jamais. Tu vois? Et ça pose un souci. C'est comment, grâce à l'aménagement, à ma séance, mes opposants, est-ce que j'en mets 2, j'en mets 4? Est-ce que je fais grand terrain, petit terrain, tu vois? C'est comment je fais en sorte que la situation que je souhaite voir, elle se reproduit souvent. Et dans la périodisation tactique, ils parlent en français de ils disent vivencial, c'est le fait de vivre la situation. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux que dans le 2-4-1, mon central il soit sous pression. Et comment je fais pour que mon central il vive souvent cette situation de pression? Comment dans mon procédé je fais pour que mon central il vive souvent cette situation de pression, tu vois? Et ça, c'est le principe des propensions. C'est vraiment faire en sorte que ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et par le feedback de l'entraîneur, c'est pas ça arrive, j'arrête. Tu vois, peut-être parce que en fait c'est arrivé, non, et ça va re-arriver. Mais c'est comment je fais pour que ça arrive souvent et que derrière, peut-être après 3, 4, 5, 6 fois, je suis en capacité de. Tu vois, en fait, je vais lui donner peut-être une solution ou le questionner, mais comme je sais que ça va arriver souvent, en fait, il va revivre la situation. Et ce que je lui dis, c'est top parce qu'il va la revivre dans le procédé. C'est ça un peu l'idée du principe des propensions. En fait, il faut, tu vois, je synthétise ce que tu fais. Ce qui est important dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, limite, moi, quand je t'écoute, en fait, ça va, et tu l'as dit, il y a une bonne phrase que nous, on est dans le Coach Amateur Academy, donc des fois, tu peux peut-être un peu subir si t'as pas les idées claires sur ce que tu as envie de faire. Et en fait, limite, tout ça, ça va te simplifier ton travail. Parce qu'en fait,
Du moment où tu as un projet de jeu, comme tu dis, il y a tellement de choses à bosser. C'est-à-dire que tu as ton principe de base, tu as tes sous-principes en dessous. Comme tu as dit, voilà, moi, je veux ressortir de derrière, balle au pied, etc. Mais ensuite, comme tu as dit, il y a comment on va se placer sur le terrain, comment on va se placer entre les lignes, etc., etc. Et en fait, tu rentres tellement dans quelque chose qui est immense Ouais, que en fait limite après t'as pas assez de temps justement pour bosser et cette méthode là déjà dans un premier temps pour même le coach qui démarre en fait elle te fait rentrer dans quelque chose où déjà tu es amené à te poser des questions et ensuite derrière en fait tu vas te rendre compte que t'as pas assez de temps pour travailler. Voilà. clair. Si on, c'est ce qui fait un petit peu, tu me diras si je me trompe, mais c'est ce qui fait un petit peu la différence avec ce que nous on peut travailler ici en France où on va former des super bons joueurs et parce qu'on va travailler les grandes bases, les grandes généralités de l'aspect tactique. Mais il va manquer quelque chose, on va dire, sur l'aspect du lien et sur le collectif. Mais voilà, vraiment, en fait, quand on rentre là-dedans, moi, c'est le message que, quand je t'écoute, que j'ai envie de faire passer, c'est qu'en fait, après, tu te rends compte que tu n'as plus assez de temps pour travailler, tu n'as plus assez de séances, tellement Je il y a te de choses jure. à faire. Et c'est toute la. Je vais vous livrer un petit truc que j'ai vécu à Lyon. C'est qu'aujourd'hui, quand j'ai eu la chance comment dire, de faire ma petite intérim sur les garçons, je ne vais pas vous dire les principes de jeu, mais en gros, euh, sur mon intérim sur les garçons, il y avait trois principes de jeu, mais pour l'équipe entière, en fait, pour l'équipe entière. Et je vais même te dire que quand tu as une identité club forte, les principes de jeu de notre académie, c'est ça, ça, ça. Ça, c'est nous. Ça, c'est du nous. Par exemple, à Lyon, ils disent nous, on veut du bleu foncé. Tiens, on veut du bleu. Imaginons, on veut du bleu. Qui fait que ton principe, ton procédé, si c'est du rouge, bah en fait, c'est pas nous. Donc, on va pas travailler ça, tu vois. Nous, on va faire du bleu. Donc, c'est comme ça que nous, on va créer des procédés pour revoir du bleu. Et par contre, ça demande d'identifier quelle est notre couleur, quelle est notre philosophie de jeu. Et effectivement, une fois que tu as ça, et ben, tu vas à l'essentiel. Et le truc, c'est qu'on pourrait se dire, mais si j'ai que trois principes de jeu, non, non, ne serait-ce que pour acquérir un seul principe de jeu à la perfection, ça prend une vie. Ça prend une vie, tu vois. Et nous, on est tellement fous en tant qu'entraîneur qu'on est à la quête de vouloir faire acquérir à nos joueurs six principes de jeu off, six principes de jeu def, quatre principes en transition off, quatre principes en transition def. Tu vois, 6, 6, 12. Tu vois, on doit leur mettre 20 principes de jeu. Et c'est ce que je dis souvent, de lister tous les principes de jeu sur les phases de jeu, c'est pas un projet de jeu. Un projet de jeu, c'est qu'est-ce qui nous rend reconnaissable par rapport aux autres. Qu'est-ce qui fait que c'est l'équipe de Jérémy, c'est l'équipe de Val? Qu'est-ce qui fait que moi, mon équipe, elle fait ça sur le terrain? C'est mon identité de jeu, c'est mon projet de jeu, c'est mon modèle de jeu même. Et ça, effectivement, ça demande, comme on dit, de choisir, c'est renoncer. Si on joue comme ça, un jour, tu vois, j'ai posé la question, mais je dis, mais pourquoi? Tu es beaucoup sur resserrer à la perte. Comment tu fais pour gérer la profondeur? Il me dit, c'est simple. Si on resserre vraiment bien la perte, ben, on ne gérera pas la profondeur. Et si aujourd'hui tu te concentres, tu te focalises absolument sur les forces de ton équipe et ton idée de jeu forte et tu insistes sur le fait de resserrer à la perte, si tout se passe bien et si tu le fais à la perfection parce que tu l'as travaillé, retravaillé, retravaillé, tu ne défendras pas en profondeur. Tu vois. Et ça, c'est là où je parle de choisir, c'est renoncer. Si tu dis à tes joueurs, les gars, à la fois on presse, à la fois on se resserre à la perte, mais à la fois on gère la profondeur. En fait, c'est ce qu'on fait tous. Mais à la fois, bah, tu leur dis, tu mets 20% là, 20% là, 20% là, plutôt de mettre 80% là, on va peut-être se donner la possibilité d'être excellent sur un point. Par contre, bah, les autres, on fera au mieux, mais on est excellent sur un point. C'est comme la loupe. Tu as le soleil, tu as ta feuille. Si tu laisses la loupe à un endroit, la feuille elle risque peut-être de cramer. Ça risque de faire un trou. Par contre, si tu déplaces constamment ta loupe, tu vois, ça n'a pas le temps d'imprégner vraiment la feuille. Et c'est un peu l'idée du modèle de jeu, c'est qu'on va se concentrer sur des éléments qui, selon moi, parce qu'on est là pour ça à la fin, vont nous faire gagner nos matchs. Tu vois, vont nous faire gagner nos matchs. Ce que tu dis là, c'est aussi intéressant et je crois que je l'ai mis dans une publication, un post. Vraiment, bon, moi je m'inspire de toute façon ce que tu dis, ça me parle parce que on travaille un petit peu de la même manière. Choisissez, voilà, arrêtez les coachs de quand on fait sa programmation annuelle classique, de vouloir mettre 1 million de choses. Et si on veut une identité forte, comme tu le dis, en fait, c'est travailler un truc et le travail. Alors quand je dis un, voilà, par rapport aux différentes phases de jeu qu'il y a, mais travailler quelque chose et le travailler à fond. Et c'est ça ce que tu dis parce que Ouais. aujourd'hui, on croit que, par exemple, je donne un exemple. Moi, je veux repartir de quand on aille à décimètre, je veux repartir de mon gardien. Mais en fait, on pense qu'une fois qu'on a fait la passe au défenseur ou au latéral, ça y est, on repart de Mmh. derrière. Non, en fait, il y a
tellement de choses à bosser. Comment il va réagir mon latéral? Qu'est-ce qu'il doit faire mon numéro 8? Mon attaquant, qu'est-ce qu'il doit faire pour agrandir l'espace entre les lignes? Où est-ce que je vais jouer? Une fois que j'ai joué là, qui se déplace dans les… En fait, c'est quelque chose, comme tu le dis, qui est infini. Mais il faut être capable de partir d'une base. Et après, les grands coachs aussi, par exemple, Jürgen Klopp, tu le reconnais avec le gegenpressing, tu vois, le fameux contre-pressing. Aujourd'hui, tu parles pas de la phase de possession de Jürgen, parce qu'il est identifiable sur quelque chose qui est fort, quoi. Je suis d'accord. Et ouais, je suis d'accord. J'essaie de ne pas réagir à tout ce que tu dis parce que ça me met des choses en tête, mais je suis totalement d'accord. Pour continuer sur les principes, et ça va peut-être guider les éducateurs, le deuxième principe, c'est le principe de la progression complexe, où en fait, on veut partir du sous-principe, comment dire, partir de la facilité pour en venir à la complexité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux travailler ma sortie de balle, et ben, je vais déjà partir sur quelque chose de, comment dire, de général. Peut-être je suis pressé à un joueur, peut-être derrière je vais arriver à deux joueurs, à trois joueurs, et je vais partir de la facilité pour rajouter de la complexité. Mais comme on dit dans la périodisation tactique, c'est réduire sans appauvrir. Parce qu'on pourrait dire, ok, bah, t'enlèves les joueurs et sortie de balle, ah, ça marche. Non, non, c'est de réduire la complexité. C'est-à-dire peut-être que finalement, dans la zone basse, on est en 4 contre 2 et pas en 4 contre 0. On est en 4 contre 2 qui fait qu'il y a un joueur libre, on arrive à ressortir. Mais c'est de réduire sans appauvrir. C'est de commencer par le moins complexe pour aller vers le plus complexe. Et du coup, on va partir comment dire, on va classifier nos principes de jeu du plus général au moins général. Et sur les sous-principes, là, on va être dans le spécifique. Et c'est là où c'est peut-être pas ce qu'on va aborder en premier, c'est-à-dire conduite de fixation en diagonale pour jouer dans le contre-pied. C'est peut-être pas Voilà, ça qu'on c'est va… vraiment dans le détail, quoi. Exactement. Ça, c'est pas ce qu'on va apporter tout de suite. Ça va être un élément qui va nous permettre d'améliorer notre principe de jeu. Mais ça, on va l'étaler sur la semaine. Et là, je vais peut-être rentrer dans le… Bah, je finis les principes, après je rentre dans l'entraînement de la semaine avant qu'on en vienne à l'aspect pratique. Le dernier, il n'est pas évident. C'est le principe d'alternance horizontale en spécificité. C'est un peu un mot grossier. Mais en gros, c'est la métaphore qui est prise dans la périodisation tactique, c'est de dire que notre Formule 1, le match, il va dérégler notre Formule 1. Et nous, tout ce qu'on va faire la semaine, c'est préparer cette Formule 1 pour emmener notre équipe à rejouer le week-end prochain. Donc, c'est peut-être de faire 10 tours de piste le mardi, 20 le mercredi, de faire principalement que du sprint le jeudi pour gérer la charge sur l'aspect d'une semaine, gérer la charge sur l'aspect d'une séance pour emmener nos joueurs en état de fraîcheur sur le match du week-end. C'est, on dit souvent en périodisation tactique, c'est le couple. En fait, pour qui entraînement, il faut qu'il y ait fatigue, récupération, fatigue, récupération. Si on fait fatigue, 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 ça marche pas. Si on fait que récupération, ça marche pas. Donc, c'est qu'il y ait un couple entre fatigue, récupération et que ce soit bien dosé pour emmener notre équipe sur le match du week-end. Voilà. Avant de passer à la séance, ce qui est important de dire, je reviens, tout ce que tu expliques, il faut aussi pas prendre peur. C'est des choses, par exemple, quand tu parlais du principe de spécificité, ou après, dans notre ressortie de balle, on va demander au défenseur central de partir en conduite pour fixer, libérer un espace, etc. C'est pas des choses qu'on peut faire en une semaine. Donc, Ouais. déjà, il y a les grandes lignes, il y a les placements, il y a que chacun respecte sa zone, etc. Ça peut prendre tout un temps de travail, voilà, tout un mois, 2 mois, ou même parfois même une saison, voilà. Et après, c'est des choses qui viennent petit à petit. Là, ce que tu expliques, voilà, c'est un projet de jeu qui se construit sur le long terme, et c'est pas quelque chose, voilà, qu'il va falloir faire apprendre en une semaine ou seulement un mois de travail avec ton équipe. Exactement. Et avant de rentrer sur l'aspect vraiment pratique, vous dire que dans la périodisation tactique, on parle souvent du morphocycle. Morpho pour l'aspect forme, notre forme de jeu. Et en fait, on vient étaler notre forme de jeu sur la semaine pour, en fait, pour retrouver nos éléments de principe sous principe tout au long de la semaine et pour qu'on ait une continuité dans notre modèle de jeu sur la semaine. Et on ne va parler pas de micro-cycle semaine, on va vraiment parler du morphocycle, même si on travaille du match à match. Périodisation tactique, on travaille du match à match. Il n'y a pas de pic de forme en janvier, nanana. C'est vraiment match à match. Notre seule comment dire, préoccupation, c'est d'être frais pour le match à venir. Et après, d'être frais pour le match d'après. Et on n'est pas en train de penser au match, ah oui, mais là, c'est la Coupe de France, donc on va être frais pour ça, c'est des débats avec les préparateurs physiques, tu vois. Mais c'est vraiment d'être
sur notre semaine. Ouais. Voilà, c'est ça la préoccupation en gérant encore une fois ce couple récupération fatigue. On vient vraiment mettre la courbe sur le J+, souvent J+0 pour faire très vite, J+0 périodisation tactique, ils appellent ça le jour de fête, il y a des fiestas, on ne s'entraîne pas, il n'y a rien. Pour eux, la récupération, elle est plus favorable quand elle est off. Tu penses des fois au long déplacement, aux joueurs qui retournent à l'école, tu vois, tu as une charge mentale qui s'ajoute. Pour eux, le J+1, on coupe. J+2, on va être sur une récupération active. Donc, principalement 3 ateliers, ça peut être du tennis-ballon, ça peut être du travail technique, ça peut être du 3 contre 3, ça se fait beaucoup, périodisation tactique. 1:30, on ne joue pas beaucoup, mais on joue avec la même intensité que le match. Et ça, de manière générale, c'est intensité cognitive maximale sur la périodisation tactique. Il n'y a pas de là, les gars, vous êtes à 80%, opposition modérée, ça n'existe pas. J+2, on appelle ça je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on va appeler ça le jour de force en France, tu vois, le jour où on va être sur des ateliers un peu plus réduits. On va essayer d'être sur la tension musculaire, tu vois, où on va faire, par exemple, sur ma sortie de balle, je vais travailler devant mon but avec but rapproché, contraction concentrique du muscle. Tu vois, je sprint, je pousse. Si vous voulez, j'ai des petites vidéos derrière pour montrer sur défendre en crise, par exemple. Donc, on va être là-dessus. Le mercredi, on est sur notre jeu. Tu vois, on va être sur notre jouet, donc notre modèle de jeu qu'on va mettre sur terrain 11. Tu vois, là, on va vraiment être sur nos principes généraux. Donc, ça va être des oppositions globales. Tu vois, très, très globales. On n'est pas dans le sous-principe, on est vraiment dans les principes de jeu. Le jeudi, on resserre un peu sous les sous-principes, mais avec cette vitesse de contraction maximale. Donc là, on va être un peu sur le travail de vitesse, si on veut, mais on est aussi sur les sous-principes. Par exemple, moi, c'est là où le jeudi, je travaille tout le temps, très souvent, l'utilisation de la profondeur. Tu vois. Après, on rentre dans les sous-principes via une passe côté, un appel du 9 vers le poteau de corner, tu vois. Et là, on va travailler aussi notre qualité de vitesse. C'est ce qu'on va retrouver dans le week-end, en fait. Je ne travaille pas des sprints pour faire des sprints. C'est que comme mon attaquant, il va devoir sprinter dans le week-end, et ben le jeudi, on recrée cette situation-là en match. Le vendredi, on est souvent à J-2, J-1, J-2. Et là, on va être encore une fois sur fraîcheur mentale. Donc là, on n'apprend pas, on révise. On va revoir les choses qu'on a fait la semaine, juste faire des petits rappels. On bosse quand même, hein, mais on révise des choses qu'on a vues. On ne va pas surcharger cognitivement le cerveau avec de nouvelles infos. Ouais, c'est là, on doit faire ça. Non, non, on l'a déjà vu la semaine, notre modèle de jeu. Et peut-être c'est là où sur quoi on va devoir insister ce week-end, les gars, sur notre modèle de jeu, c'est cet aspect-là. Et c'est comme ça entre guillemets, en très très gros, c'est comme ça qu'on va découler en périodisation tactique. Alors, avant de passer sur l'essence, tu redis un truc important, c'est que la périodisation tactique, c'est là où pour moi c'est la grande force pour le foot amateur. C'est comme tu l'as dit, à un moment donné, tu parlais du jeudi où je travaille la vitesse. Et la vitesse, je vais pas faire mon morpion avec les chasubles. C'est-à-dire que dans ce travail de vitesse-là, je vais travailler l'appel de mon attaquant que je demande dans mon projet de jeu en match. Donc en fait, ça englobe tout. Ça englobe l'aspect tactique, le travail de vitesse principalement, le travail technique aussi, parce que quand on lance un attaquant dans la profondeur et qu'il va toucher le ballon, il faut qu'il ait les bons principes techniques. Donc voilà, c'est ça qui est super intéressant en fait. On dissocie pas, tout est travaillé ensemble. Je vais peut-être partager un procédé que j'aime bien faire. Je ne sais pas si je vais tourner mon écran, si vous voyez. Ah, en gros, c'est un procédé du Barça qui permet de travailler la prise de vitesse d'un ailier avec le centre en retrait. Tu vois, on va peut-être chercher à créer. Tu vois, là je déborde, et là, je viens centre en retrait. D'accord? Et en fait, dans mon modèle de jeu, si demain, je vais vous la remettre plusieurs fois, si demain, dans mon modèle de jeu, j'ai ces ailiers qui ont gagné le 1 contre 1, qui rentrent dans la surface et on doit gérer la situation de finition avec opposition, et ben ça peut être un procédé. Pour moi, il faut allonger la distance pour être vraiment sur un jour jaune, sur de la vitesse. Mais suite à un appui remise, là, paf, je déclenche mon sprint. Et ça, c'est un sprint de notre modèle de jeu. C'est pas un sprint pour sprinter. C'est que si dans mon modèle de jeu, vous êtes sur création de 1 contre 1 sur le côté, et ben ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour travailler sur le jour jaune. Donc là, en tant que coach, je travaille principalement la vitesse parce que c'est mon but sur l'aspect athlétique, mais je vais travailler le 1 contre 1 ou l'attaquant qui part, mon ailier qui part sur le côté parce que c'est mon principe de travailler sur les côtés et de finir avec ce centre en retrait ou ces finitions avec ou sans opposition. Donc là, on englobe tout. Je vais partager aussi un travail de sortie de balle que j'ai fait il y a 3 ans maintenant. Donc, par exemple, là, on va être plutôt sur le jour du mardi, on va être sur les contractions, tu vois, on est sur un petit espace avec des petits buts. On essaie de travailler, nous, notre sortie de balle, comment on gère la situation en essayant d'être à chaque fois plus une, soit avec la gardienne, soit avec une centrale. Et là, on est pareil, on va être sur des petits espaces. Donc là, on est sur de la concentration,
contraction concentrique, tu vois, on est sur la tension musculaire. Mais par contre, on est dans le modèle de jeu. Tu vois, on est sur une sortie à +1 avec la gardienne. On est sur des joueuses qui défendent. Si elles récupèrent, elles marquent. Après, c'est de gérer nos temps de travail. C'est de gérer notre temps de travail, de gérer notre aménagement. Moi, c'est fait avec des petits buts. Peut-être que d'autres le feront avec des grands buts, mais les grands buts vont amener des comportements de frappe. Alors que nous, dans cette zone-là du terrain, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Et tout l'intérêt, encore une fois, on essaye de tous faire au mieux. Mais sur l'aspect pédagogique, c'est d'avoir les outils qui permettent de, tu vois, les petits buts. Demain, si tu veux travailler sur, quand on est sur des thématiques de conservation ou même de progression, de sortie de balle, si tu termines dans un but à 11, tes centraux, ils vont faire des frappes. Tu vois, tes centraux, ils s'en foutent, ils font comme un valide. Donc nous, c'est qu'est-ce que dans l'aménagement, on peut créer, tu vois, sachant que dans tous les cas, dès qu'il y aura des buts, il y aura plus, pour moi, c'est logique, dès que tu arrives à mettre des petits buts, tu vois, les portes, c'est compliqué, mais dès que tu arrives à mettre des petits buts, on a tous été joueurs, tu vois, il faut s'en rappeler. Moi, tu me faisais tirer dans un but sans filet, je ne tirais pas. Tu me faisais tirer dans des portes, je ne tirais pas. Tu vois, ou je passais dedans, je faisais une passe. Et c'est ça qui va emmener des comportements, peut-être. Ce petit but, nous a permis de travailler aussi cette passe claquée dans le but. Dans l'idée, il y a un joueur derrière. Mais nous, ça nous amène des comportements techniques en lien, encore une fois, avec le modèle de jeu. Ouais, c'est pousser la réalité jusqu'au bout. Exactement. Avec les moyens qu'on a. Avec les moyens qu'on a. Avec les moyens qu'on a. Bon, moi, je l'aime, parce que le temps passe très, très Ouais. vite. On pourrait parler des heures. Nous prépare alors une séance, je pense pas qu'on aura le temps, mais au moins un procédé que je vais te donner. Alors, voilà, parce que tu voulais le faire sans filet. Comme un funambule. Alors écoute, bah, je vais te le donner. Après, tu me diras si tu veux des précisions. Moi, j'ai une équipe qui est très technique. J'ai des joueurs un peu au-dessus de la moyenne. Par contre, le problème, c'est que tout le championnat le sait et je joue contre un bloc bas tous les week-ends où les joueurs jouent très vite en position. Puis, au final, j'ai du mal à gagner mes matchs parce que j'ai du mal à contourner ce bloc équipe là qui joue assez bas. Qu'est-ce que toi tu peux me proposer? Donc, toi, en gros, les questions qu'on doit se poser directement, c'est modèle de jeu. Donc, toi, ton modèle de jeu, c'est quand même d'avoir la possession. Possession, c'est ça. Possession, sortie de balle, etc. Donc, aujourd'hui, on est quel jour de la semaine là? Écoute, on est jeudi. On est jeudi. Donc, on est jeudi, on va travailler sur salaud. On est jeudi, on va travailler sur en gros déséquilibrer un bloc bas. Aujourd'hui, pour moi, en entrée de séance, si on part là-dessus, je verrais très bien une forme de. J'ai pris un petit tableau, tu vois. Je verrais très bien. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est que l'adversité, ça va être un bloc bas. Donc, ça va être une défense assez en place. D'accord? Nous, avec des joueurs qui vont être en situation d'attaque placée. Donc, pour moi, ce serait d'imaginer très certainement comment dire, un taureau, tu vois, en entrée de séance. Dans la progression complexe, on va du moins complexe au plus complexe. Donc, ce serait très certainement d'organiser un taureau, peut-être même un taureau très simple, tu vois, on ne va pas se casser la tête. Tu vois, un taureau où, en gros, en bas, on a la balle, et peut-être même, je vais rajouter un joueur au-dessus, on va être sur des situations où on n'a pas de profondeur. D'accord, le ballon, il est en bas. Donc, en fait, en bas, on est en 3 contre 2. Et je vais même, allez, tu sais quoi, comme je peux même rajouter un joker ici. D'accord, je vais rajouter un joker ici. Où en fait, le comportement qu'on va avoir, c'est des joueurs qui vont ouvrir en bas. Tu vois, là, on n'est pas sur l'aspect, pour moi, sur un échauffement, on peut être sur l'aspect plutôt fonctionnel, c'est-à-dire animation, pas forcément la structure. Par contre, on peut mettre une défense à 2+1, tu vois, tout dépend comment ils viennent te chercher. Et nous, l'idée, ça va être d'effectuer le maximum d'aller-retour. Tu vois, je pourrais la poser sur l'ordi. D'effectuer le maximum d'aller-retour en haut à en bas. D'accord? Okay. Donc, peut-être que ça va passer par les côtés et je vais trouver en une touche, tu vois, ici, et je trouve en une touche mon joueur au-dessus. Peut-être ça va être d'essayer d'ouvrir. Et en fait, c'est quelle règle tu mets sur tes ronds pour qu'il y ait les comportements que tu veux. Moi, peut-être que les ronds, je leur dirais, à un moment donné, vous avez le droit de sortir sur le porteur, qui fait qu'ils vont ouvrir les intervalles, que peut-être que tes joueurs, ils vont rentrer un peu comme les latéraux de Guardiola, tu vois, ils vont rentrer à l'intérieur pour commencer à utiliser les petits espaces qui vont être créés dans le bloc. Et c'est comme ça que je lancerai la séance, tu vois. Et peut-être même, non, je la lancerai comme ça, tu vois. Derrière, il faut voir les rotations. Je pense que j'en ferai 2 par rapport à ton nombre de joueurs. Et pour moi, ce serait une bonne entrée de séance. T'en fais 2, tu valorises les allers-retours, c'est un point. Si les ronds ils récupèrent, soit c'est 3 passes pour travailler peut-être ton resserré à la perte, soit si vous faites la passe dans une porte que tu auras mis. Moi, l'entrée de séance, je la verrai comme ça. Taureau 4 contre 3+1.
très très important ce que tu dis, c'est déjà dans ton échauffement de préparer les joueurs à ce qui va se passer après. Ouais, Et vu qu'on est sur du travail fin à 5 à un bloc bas et qu'un bloc bas, on va pas le déséquilibrer sur une passe simple en profondeur et qu'il faut du jeu combiné, et ben déjà dès l'échauffement, on les met dans ces principes-là. exactement. Moi, je le vois comme ça. Après, vraiment, je te fais ça encore une fois sans filer, donc j'ai pas pris le temps d'y réfléchir. Je réfléchis à des aménagements, mais moi, je le lance comme ça. Et pour moi, la forme taureau, ça fait qu'il y a du rythme, tu vois, source de balle. Après, on est sur des détails Là, on est sur l'éducateur de manière générale, c'est pas la périodisation technique, mais là, c'est source de balle, ballon qui sort, pam, ça rentre et ça part de l'autre côté. Derrière, tu vois tes rotations. Là, je suis en train de me dire, tu as 4 joueurs autour, tu as 4 joueurs à l'intérieur, même si c'est un joker, hop, les 4 croix, vous passez à l'intérieur, toi, tu es joker et tu comptes les points. Mhm. Moi, je le ferai comme ça. Ok. Derrière, pour moi, on est sorti de l'échauffement. Ok, on est sorti de l'échauffement. Si vraiment tu as un prépa qui trouve qu'il n'y a pas eu assez de charge à cette distance, tu peux mettre, je ne sais pas, mais bref, on n'est pas là-dedans. On va partir du principe qu'on est chacun au niveau R3 ou en R2. On est sur des seniors. Ouais, senior U18, Ok. ouais. Derrière, moi, je commencerai déjà à attaquer l'aspect tactique structurel. Donc, on est combien de joueurs? On est, ouais, je veux pas te mettre, c'est entre 16 et 18. Allez, on est entre 16 et 18 joueurs. Moi, je mettrai, on va y aller, tu vois, on va prendre les pions. Je mets mon équipe, je mets pas mon équipe en place, mais je mets une structure que je pourrais retrouver dans mon match. Par exemple, typiquement, allez, je sais pas si tu es en 4-3-3, on a engagé les latéraux. Toi, je mettrais bien allez, un 2-2-3, tu vois, un 2-2-3 avec nos joueurs côté. Donc là, j'en ai 2-4, ça me fait 7. Allez, un petit 7. On va faire un 7 et on va surtout mettre, là, c'est là que c'est intéressant, c'est de mettre nos opposants, peut-être même on va partir du principe qu'ils sont vraiment bloc bas, on les met à 5 derrière, d'accord? Et on va les mettre en 5-2, tu vois? Donc là, nous, on va poser des règles, à nos opposants pour avoir les comportements qu'on veut voir. Donc là, on sait qu'on a une équipe qui va jouer en bloc bas. Donc moi, ce que je leur dis, c'est que si vous récupérez, toi, je coupe le terrain en deux, hop, les rouges, vous récupérez un ballon en bas, vous marquez 3 points. Donc ils vont faire quoi? Ils vont pas sortir. Ils veulent récupérer le ballon en bas. D'accord? Donc toi, tu sais que déjà pour les rouges, tu as le comportement que tu veux voir. Tu vois? Ah non, Si vous récupérez le ballon en déjà, bas, ce que 3 tu points. dis là, on travaille sur l'opposant parce que si tu donnes pas la limite de règle, le risque, c'est que les rouges y sortent Exactement. plus haut et que Lui, tu ne retrouves lui, pas ce que tu vas retrouver dimanche. voilà, lui il va venir là. Les mecs, ils vont faire des frappes. Tu vois? Allez, je vais mettre, d'ailleurs, je mets 2 petits buts là si on les a en club. Donc, c'est sûr que les joueurs, naturellement, ils vont faire, ils ont envie de kiffer, donc ils vont sortir haut. 3 points, vous récupérez. C'est pas obligation de récupérer en zone basse parce que ça n'arrivera pas en match. Il y a du chaos, c'est chaotique, tu vois. J'en ai pas parlé au départ, mais on est sur vision systémique, vision globale, tu vois. On part du principe que les joueurs, c'est des, voilà, ça reste des personnes qui vivent, qui interagissent, qui fait que si tu leur mets un ballon là, lui, il va sortir. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, 3 points si vous récupérez en zone basse. Donc là, tout souvent, tu as, un joueur qui a mort sur la compète. Non, restez, restez, restez. Et une fois qu'on a installé, et ça, c'est ça la difficulté, les gars, c'est que la première question qu'on doit se poser, c'est comment faire pour que mon comportement que je veux voir, il arrive. Il arrive. Donc déjà, c'est d'installer le comportement, c'est d'installer le. Moi, je veux que ma plante elle pousse, bah, c'est déjà d'installer le bon terreau, le bon arrosage. Ok, là, on a installé le bon comportement. Et derrière, eh ben, c'est vous les experts, c'est comment on va faire pour faire ce tel bloc bas. Et là, on rentre dans la connaissance du jeu. Et là, c'est pas périodisation tactique, c'est connaissance du jeu de chacun. Moi, peut-être que j'insisterai sur, allez, ce half space, comme on l'appelle, le demi-espace. Tu vois, je vais peut-être insister sur ces deux trucs-là. Peut-être que je vais demander à, tu vois, mon 11. Après, là, on va parler de la pédagogie. On est sur un premier jeu, on peut laisser jouer. Pour moi, vas-y, jouer. Les gars, ils vont tenter des trucs de ouf, des passes en profondeur alors qu'il n'y a pas de profondeur. Ils vont tenter des trucs de ouf. Par le questionnement, c'est de les emmener. C'est de les emmener. Les gars, est-ce qu'on a de l'espace dans le dos de la défense? Non. Ok, l'espace, il est où? Bah, il n'y en a pas beaucoup. Ok, très intéressant. Donc, on va rentrer sur ces petits espaces-là. Là, il y a un espace dans ce petit carré-là, tu vois. Ou ici, il y a un espace. Ou ici, est-ce qu'on n'est pas à proximité du but? Si. Ok, eh ben, on va peut-être frapper. Donc, moi, le comportement que je chercherais peut-être, c'est cette passe-là de mon central à mon ailier en situation d'un contre un, soit un contre un, soit peut-être mon 9 se rapproche pour combiner et avoir une situation de centre. Moi, peut-être que j'irai là-dessus, tu vois. Je ferai un zoom là-dessus sur ma séance Mm. parce que pareil, on est mardi, on est jeudi, Je dirais. on est jeudi, on va plus être sur le sous-principe. Donc moi, j'insisterai peut-être là-dessus sur mes joueurs. Ah, Voilà, ça. je précise un truc, Jérém, parce que Ouais, tu vois, ça me vient.
moi, je fais beaucoup de vidéos où je me mets en scène, entre guillemets, sur le terrain. Ouais, ouais. Et là, c'est important ce que tu dis aussi. Jérém, là, il vous donne les grandes lignes. Ouais, Mais après, c'est à vous de mettre votre renseignement. On s'en fout de exactement. savoir si. En fait, après, c'est ce qui fait la différence entre vous et un autre coach. Parce que tu sais, Exactement. des fois, j'ai des hommes où les mecs ils me disent, ouais, mais tu fais comme ci, comme ça, machin. On s'en fout de ce que moi je dis sur le terrain. Là, ce qu'on essaye de voir avec vous, c'est les grandes lignes, Ouais. les principes. Après, comme tu dis, ce qui est important, c'est le coach qui amène sa patte. Tu vas pas jouer de la même manière si tu joues à deux attaquants qu'à un. Ouais, Tu vas pas demander la même chose. Si ça se trouve, tu vas demander à ton attaquant de venir décrocher dans le demi-espace et c'est ton 8 qui va partir. Après, en fait, exactement. on ouvre la On en boîte de vient, Pandore. on en vient à la connaissance du jeu, connaissance de votre niveau d'opposition. Par exemple, moi aujourd'hui, quand j'étais en R1 féminine, toutes les équipes venaient presser. Tu vois, elles ne se posaient pas la question, il n'y a pas de bloc bas. Donc moi, j'ai travaillé quoi? La sortie de balle sous pression et le jeu dans la profondeur, parce que la majorité des buts sont marqués comme ça. Donc effectivement, aujourd'hui, on en vient à la sensibilité de chacun, à la connaissance du jeu de chacun, à la connaissance de votre adversaire. Est-ce que vous pensez que votre adversaire va se faire avoir là-dessus? Moi, j'ai l'impression que ça peut marcher. Donc vous, à vous de travailler. Certains vont me dire, moi, mon top joueur, il est neuf. Eh ben, je vais peut-être travailler d'écarter dans les demi-espaces mes milieux de terrain pour en fait favoriser l'apparition d'une passe intérieure pour dévier, remiser ou frapper. Chacun dans la connaissance du jeu, tu vois. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est dans le chaotique. C'est-à-dire que dans les propensions, ça ne va pas arriver tout le temps, ça. Vous voyez, ce comportement-là, si vous êtes bon, vous invitez vos joueurs à rester axe pour qu'on trouve le comportement. Voilà. Derrière, une fois qu'on a fait ce jeu-là, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est peut-être, allez, on est jeudi, on va rester dans la périodisation tactique, on va travailler sur la situation de vitesse. Très simple, moi, quand c'est ça, en gros, allez, j'enlève la moitié de mes pions et je vais travailler ici. Moi, ce que je ferai, c'est que je ferai travail un peu en sous-système, comme on va appeler ça. Je vais couper mon espace en deux. Je vais peut-être mettre des petits buts là. On va laisser un peu, allez, on va laisser un petit peu d'espace. Je vais peut-être travailler cette passe centrale et ce sprint de mon attaquant. Et derrière, situation de 1 contre 1 avec le 8 qui doit revenir en poursuite et mon 9 qui doit revenir en poursuite. Et là, c'est gestion du temps d'avance de mon 9 par rapport au travail de mon 8. Et ça, on fait le même de l'autre côté. Si on a un adjoint, si on n'a pas d'adjoint, on double un peu les postes. Et pour moi, on va travailler cette thématique de vitesse. Pour moi, ça peut être intéressant. Avoir, là, je vous le fais encore une fois, je vous le fais à Capella. Si normalement il n'y a pas beaucoup de profondeur, ce ne sera pas évident de travailler ça le jeudi. Et à ce moment-là, effectivement, on peut partir sur un truc peut-être un peu moins contextualisé, mais en lien avec le modèle de jeu quand même. Il faudrait que je prenne le temps d'y réfléchir. Et ça va permettre, on reste, en fait, on a juste zoomé sur cette partie-là du terrain. Mais on reste dans notre modèle de jeu, en fait. J'ai juste enlevé les pions et on reste sur cette partie-là du terrain. Ouais, Donc, c'est-à-dire que là, la situation que tu as fait avant, on était sur, on va dire, allez, trois quarts de voilà, l'équipe. Et là, en fait, tu enlèves une moitié d'équipe et tu vas zoomer sur le secteur c'est ça. spécifique qui t'intéresse, c'est-à-dire le côté avec les latéraux, dev centraux, et puis toi, ton ailier, ton Voilà. attaquant et ton numéro 8. Et tu répètes l'enchaînement du travail que tu veux Par voir. contre, par contre, les gars, moi, il n'y a pas de souci, je suis comme vous, j'ai travaillé sans adjoint, j'ai pas eu de prépa. Soit tu fais celui-là et tu doubles, tu triples les postes, soit tu as la capacité dans ta pédale d'en mettre un à gauche, un à droite, un ballon à droite, un ballon à gauche, et là, il faut apporter un peu de voix. Et ça, mon Val, il sait le faire. Et là, il faut apporter un peu de voix pour animer des deux côtés. Donc, une fois qu'on a fait ça, si vous voulez, on peut passer sur un exercice. Bon, moi, je ne suis pas très fan, mais on peut quand même mettre un petit exercice du genre, on va travailler cette réalisation de cette passe de mon central forte au sol à mon joueur. Premier travail, excusez-moi. Premier travail, mon 9 qui vient, situation d'une 2, on centre et ça finit. Allez, il y a un autre, il y a le 8 qui était dans le demi-espace à l'opposé qui vient finir. On fait le même cheminement avec les rouges de l'autre côté. Premier cheminement. Deuxième cheminement, peut-être qu'on peut faire, c'est finalement passe ici, on fait venir un rouge, un contre un. D'accord? Ou ça peut être passe ici, je ne sais pas, mon 9, je lui fais la passe, sauf qu'il est pris, il oriente de l'autre côté. Je ne sais pas. C'est à vous de voir c'est à vous de voir pour moi quelles sont vos préférences. Et là, on va vraiment être focus. Et là, je fais un peu le parallèle avec le BEF. On va être focus sur la réalisation du geste. Avant, on était focus sur le choix. Dans le jeu, on était focus sur la reconnaissance de la situation. Ah, la propension. Ah, j'ai reconnu que ça arrivait. Ok, donc toute notre équipe, comme on parle le même modèle de jeu, on a reconnu. Ah oui, c'est ce qu'on a vu. Ok, tu vois.
tout l'intérêt de la vidéo, tu l'as dit, tout l'intérêt de reconnaître, on dit consciemment compétent, c'est que le Barça, je pense qu'à un moment donné, ils sont passés par une étape où ils ont tous capté qu'ils, vous avez vu comment c'est le Barça, et je pense même qu'ils sont passés, on dit inconsciemment compétents, ils sont passés à un moment donné où ils ne savaient même plus que c'était le Barça. Tu vois, ils jouaient, c'était leur jeu. C'est-à-dire le truc, il était ancré. Et nous, l'idée, c'est ça, c'est que grâce à nos procédés, à nos comportements, c'est d'incorporer notre façon de jouer. Et pour moi, jeu de fin, eh ben, on revient sur ce principe de jeu général, on revient sur le macro, eh ben, on va travailler, pour moi, c'est le jeu de départ. Peut-être avec des aménagements, avec moins de contraintes, c'est-à-dire les rouges, on va passer sur le chaotique. Les rouges, vous défendez comme vous voulez. Tu vois, les rouges, vous défendez comme vous voulez. Ou on fait ce même travail, peut-être un peu plus haut, un peu plus bas. Mais pour moi, il faut absolument que ça finisse par quelque chose de bien moins contraint que ce qu'on a fait au départ. Et derrière, normalement, si la situation a été bien faite, notre travail de vitesse, si l'exercice a été bien fait, vous avez donné des éléments de réponse à vos joueurs sur des problématiques qui vont arriver. Et là, ce qui va se passer, vous allez voir, premier ballon ici, et votre joueur, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. D'accord? Et c'est là où, top, par le questionnement, ah, je sais, et souvent, si vous êtes bon, si vous avez été bon avant, le joueur, il a reconnu. Les repères perceptifs, ah, passe centrale, latérale, ok, pardon, je suis con, tu vois. Il va reconnaître parce que vous aurez ancré, parce que vous aurez fait du contexte, vous aurez fait du réel, du modèle de jeu, il va reconnaître. Et souvent, ça se passe comme ça. Top, pardon, coach, je l'ai, ok, joué, et tu repars. Et là, normalement, ça va arriver souvent. Et là, c'est comment on bonifie les rouges. Il faut leur mettre la petite carotte quand même, tu vois. Est-ce que c'est chaque but des rouges, bam, c'est 2 points? Je sais pas, parce que faut que ça parte des deux côtés quand même, tu vois. Faut que ça parte Après, des si deux tu as un côtés. adjoint aussi, tu peux très bien, si tu as la chance d'avoir un adjoint, qu'il soit focus sur l'équipe qui est opposante De pour ouf, qu'ils aient aussi ce de ouf. coaching-là, voilà, et qu'ils se Et, sentent pas délaissés, quoi. et encore une fois, ça, c'est toute notre expertise, toute votre expertise. C'est qu'est-ce que vous faites des gens qui sont avec vous. Et c'est peut-être ça va peut-être venir dans la conclusion, mais cette méthodologie-là, elle demande un engagement quand même. Elle demande une implication. C'est-à-dire que là, déjà, vous devez penser à ce que vont faire vos joueurs, mais aussi penser à ce que vont faire l'adversaire. Donc ça, dans la préparation de séance, il faut être, entre guillemets, il faut être smart. Faites-vous un canevas. Tu vois, il faut se faire un canevas avec les comportements des opposants, le comportement que je veux, mon aménagement, mon truc. Et il faut se faire un canevas. Tu gagnes du temps parce que là, pour moi, il faut partir du principe moi, je pars quel est le comportement que je veux voir? Tu vois, quel est le comportement que je veux voir dans mon modèle de jeu? Ok, c'est celui-là. Ça va se passer où dans le terrain? En zone haute. Ok, mes joueurs, ils sont comment? Ils sont écartés. Ok, tu as ton jeu de départ. Je les mets en place. L'adversaire va être comment? Tu les mets en place. Quelle règle je peux leur donner pour qu'ils restent comme ça? Tu leur donnes la règle qui tombe. Bam, tu as ton jeu. Tiens, finito. Tu n'as pas Pas besoin de besoin chercher. On ne cherche pas le bon exercice. On cherche les bons comportements en fait. On joue à chercher les bons comportements. Et une fois que tu as les bons comportements, finito. Finito. Donc tu joues, tu fais jouer. Derrière, le bon aménagement, la bonne carotte pour qu'il y ait la zone d'apprentissage, tu vois. Ni l'ennui, ni la difficulté. Tu cherches la bonne zone pour que les joueurs ils kiffent, tu vois. Et surtout pour qu'ils kiffent. Parce qu'on en revient à. Enfin, on va pas parler des émotions dans l'apprentissage, tu vois, mais le fait que les mecs prennent plaisir, que tu les questionnes, le fait que ce soit eux qui répondent, la réponse elle est imprégnée. Le fait qu'il y ait de l'émotion, ça marque. Tu vois, il y a eu la vidéo de Bielsa quand il y a un mec qui fait un ciseau de ouf en séance. Il court sur le terrain, il vient l'embrasser. Je vous jure que le mec, il y pense encore. Je suis Ah bah sûr que le oui. mec, il y pense encore. Parce que c'est les marqueurs. Tu vois, les marqueurs somatiques. Ça vient marquer le cerveau dans l'apprentissage. Et une fois que vous avez votre jeu, tu te dis, tiens, si je le coupais en deux pour voir en zoomant un petit peu le comportement, ce choix-là, est-ce que je remise, est-ce que j'y vais? Tu vois? Est-ce que vous avez la capacité de faire 2 chantiers pour travailler ça? Et tu zoomes. Et après, on vient encore zoomer. C'est-à-dire, après le choix, c'est quoi? C'est la réalisation du choix, notre exercice. La réalisation du choix. Tu vois, il est difficile quand tu es lié, un peu style Doku, tu vois, c'est de jouer à l'intérieur et déjà de faire le 1-2, tu vois. Tac, tac. Ça, c'est de capable de gérer ton rythme entre la remise et l'appel dans le dos. Et bien ça, on va le répéter. On va le répéter, on va le répéter, on va le répéter. Et derrière, on rebalance ça dans le jeu. Ce que tu dis, c'est important là pour qu'ils comprennent bien aussi ceux qui nous regardent, c'est-à-dire que le jeu un peu que tu as proposé à la fin, c'est du global et c'est un peu plus dur par contre pour le coach de pouvoir vraiment être fort dans les corrections parce qu'en Ouais, fait, tu as énormément d'informations et c'est d'interactions. chaotique. C'est Le fait de chaotique. zoomer, comme tu Ouais. dis, et de séparer en deux, va toi te faciliter la tâche pour intervenir parce que c'est pas pareil d'intervenir sur un 9 contre 9 que sur un 4 contre 4. Et dans la compréhension de tes joueurs, forcément, ça sera beaucoup plus facile, quoi. Le gros piège, c'est d'être dans une pédagogie d'intervention constamment
quand vous êtes sur un procédé que je vais qualifier de global et de chaotique. C'est-à-dire que la situation sur laquelle vous allez vous arrêter, ça se trouve, elle revient dans 6 minutes. D'accord? Il s'agirait plutôt de, et je l'ai vécu comme ça à Lyon quand j'étais avec les garçons, il s'agirait plutôt pas de le faire à la volée, mais de marquer ce que vous voulez voir à la volée. C'est-à-dire que le comportement arrive, ok, ça va très bien, tu vois, et tu bonifies. Parce que si tu l'arrêtes, tu coupes la dynamique du jeu, les gens vont faire. Tu vois. Et pour moi, c'est de bonifier le comportement qu'on veut voir, mais de l'arrêter. En fait, il faut que les joueurs le vivent pour le reconnaître et pour l'emmagasiner dans leur subconscient. Tu vois, il faut qu'ils le vivent.